Et c'est le fait politique avec vous, Flore Simon, à présent. Bonjour Flore. Bonjour Pauline. Le budget, on n'en finit plus avec ce budget. Flore, épisode 345 arrive donc au Sénat aujourd'hui dans sa version initiale, là, celle déposée par le gouvernement, car l'Assemblée a rejeté à la quasi-unanimité le projet de budget dans la nuit de vendredi à samedi. Et voilà, c'est reparti. Et c'est reparti, en effet. Alors, c'est inédit, ce rejet massif à l'Assemblée nationale du budget de la France. 404 votes contre, 84 abstentions. Alors, les abstentions, c'est ceux qui sont les partis qui sont censés soutenir le gouvernement, un MoDem et macroniste. Et il y a quand même eu un député Elliott, qui a voté pour ce budget, mais il est bien le seul, au nom de la stabilité politique et économique. C'est donc plus de 125 heures de débat, des milliers d'amendements, mais aussi des milliards d'impôts en plus. 36 milliards d'impôts avaient été adoptés à l'Assemblée nationale selon le gouvernement, qui partent à la poubelle. Le Sénat hérite donc du projet initial, celui voulu par le gouvernement. Et donc, ils vont débattre, entre autres, par exemple, je vous donne un exemple, du gel des pensions de retraite, qui donc fait son grand retour. Est-ce que les sénateurs vont garder ou pas? En tout cas, ils ont 3 jours, donc c'est un peu au pas de course pour examiner ce projet de budget en commission, qui devrait arriver en séance publique jeudi, et ils ont eu une vingtaine de jours pour le voter. Quand on regarde les réactions politiques des oppositions, on a bien l'impression que le gouvernement actuel est le seul à croire qu'un budget sera adopté avant la fin de l'année. Oui, et même on peut s'interroger, est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine forme de naïveté? En effet, quand on écoute le gouvernement aujourd'hui, ils estiment qu'un budget in fine, donc fin décembre, l'adoption d'un budget par l'Assemblée nationale est encore possible, que le compromis est encore possible, que le Sénat va un peu rééquilibrer le texte. Je rappelle que Sébastien Lecornu avait quand même fait des compromis à la gauche, le renoncement en 49.3, la suspension de la réforme des retraites, pour que justement il réussisse à faire marcher finalement l'Assemblée nationale, et que le budget soit un budget du Parlement. Sauf que ce qu'on voit, c'est que l'Assemblée nationale est extrêmement fragmentée, et que les socialistes, malgré les gages donnés par le Premier ministre, ont voté contre. À droite, Bruno Retailleau, redevenu sénateur, ancien ministre de l'Intérieur, a dézingué le budget en disant que c'était le hold-up du siècle. Puis il a aussi dézingué au passage le Premier ministre en disant Olivier Faure décide, le Cornu, lui, s'exécute. À l'extrême droite, les choses sont immuables. Le Rassemblement national demande une censure du gouvernement et une dissolution. Et puis, du côté des Insoumis, on continue à menacer de censure si le gouvernement venait à passer par 49.3 ou par ordonnance, bien que le maître mot reste qu'Emmanuel Macron parte et démissionne. Donc, ces deux formations politiques sont accusées par le gouvernement, je cite là la ministre des Comptes publics, d'être les artisans du chaos. Et Amélie de Montchalin, elle a d'ailleurs fustigé ce matin le fait qu'en fait, on n'arrive pas à un compromis parce que tout le monde a 2027 en tête et la présidentielle, et que ça empêche finalement l'Assemblée nationale de fonctionner normalement. On va l'écouter. Ce qu'on demande avec le Premier ministre très humblement au parti, c'est qu'on ne fasse pas la présidentielle de 27 pendant le budget de 26. C'est qu'on respecte, au fond, les Français, et qu'on dise qu'en 2026, la France a besoin d'un budget, et que l'élection présidentielle viendra ensuite. Mais vous voyez qu'on n'inverse pas, comme on dirait, qu'on ne mette pas la charrue avant les bœufs. On a besoin que la présidentielle reste la présidentielle, que les débats, que les propositions se fassent dans ce cadre-là, mais que le budget de 2026, pour les Français, vous voyez, dans un peu plus d'un mois, on a besoin de donner à notre pays un cap, et que ce cap, on doit pouvoir se mettre d'accord, nous, partis de gouvernement, pour que les extrêmes ne nous emmènent pas là où ils veulent nous emmener, c'est-à-dire dans un monde où il faut refaire des élections, il faut dissoudre. Si on fait tout ça, il n'y aura pas de budget. Et au fond, c'est les intérêts des partis avant les intérêts des Français. Alors, ce qu'il se murmure, c'est qu'on s'acheminerait vers une loi spéciale, c'est-à-dire qu'on reconduirait le budget 2025 en 2026, ce qui avait été d'ailleurs le cas l'année dernière, sous François Bayrou. Sauf qu'en fait, ce n'est qu'un sparadrap, puisque quoi qu'il arrive, il faudra voter un budget pour l'année 2026, en février environ, dès le début de l'année. Sauf que ça va se percuter avec les municipales, et pour Amélie de Montchalin, encore, la loi spéciale n'est absolument pas une solution idéale. Pour vous donner une idée, Pauline, l'année dernière, le fait de voter cette loi spéciale, ça avait été 12 milliards d'euros de pertes pour l'État. Alors, si le budget passe par une loi spéciale, l'augmentation du budget des armées voulue par le gouvernement n'aura pas lieu. À l'heure où Emmanuel Macron relance la perspective d'un service militaire ? Service militaire volontaire, il ne serait pas obligatoire. Le service militaire avait été supprimé sous Jacques Chirac en 96. Emmanuel Macron, souvenez-vous, en 2019, il avait
promis un service national universel, mais qui finalement n'avait jamais vu le jour, puisque n'avait pas réellement vu le jour plutôt. Alors, la menace russe qui plane sur l'Europe remet au goût du jour cette idée d'un service militaire volontaire, avec un but, selon le chef de l'État, je le cite, c'était en marge du G20 ce week-end, être en capacité de dissuader l'autre de venir pour être véritablement en sécurité. Plusieurs scénarios seraient envisagés pour ce service militaire volontaire. 10 000 volontaires de plus en 2030 pour arriver à 50 000 en 2035. Selon plusieurs médias, le service militaire durerait environ une dizaine de mois et rapporterait à peu près quelques centaines d'euros par mois. Ce projet est salué par une partie de la classe politique, notamment à droite et à l'extrême droite, ce qui n'est pas forcément le cas à gauche. La gauche émet des réserves et pour les insoumis, ce n'est pas la bonne stratégie. On va écouter Éric Coquerel, député insoumis, président de la Commission des finances. Mais ce qu'il y a dans ce style service militaire, je vais vous dire, c'est le côté va-t-en-guerre qu'on développe actuellement avec le général Mandon, avec un livret qui prépare éventuellement le pays à la guerre. Pas se protéger face aux menaces, comme la menace. Non, moi je crois que la France, elle doit être au service de la paix, y compris avec sa dissuasion et ses moyens de défense, et pas au service de la guerre. Et en ce moment, on est en train de se diriger vers ça. Voilà, Emmanuel Macron en parlait déjà en juillet, et donc c'est un projet qui date de plusieurs mois. Le chef de l'État pourrait, mais on garde avec beaucoup de pincettes, Pauline, pourrait faire une annonce jeudi en ce sens. On voit en tout cas que les choses s'accélèrent autour de ce service militaire volontaire, puisque le chef d'état-major des armées a la semaine dernière eu une phrase au Congrès des maires de France qui a d'ailleurs provoqué la polémique en disant qu'il fallait être prêt à perdre ses enfants. Le chef d'état-major qui a été soutenu par Emmanuel Macron ce week-end.